Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Kitri, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Salut Alex, écoute, je vais très bien, je suis ravie d'être là, merci pour ton invitation. Eh bien, avec grand plaisir, Kitri. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, on va aussi parler de la crise de la quarantaine. Mais pour commencer, Kitri de Claire, pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu veux nous dire un peu plus sur toi, tu dirais quoi? Alors, donc moi je m'appelle effectivement Kitri, j'ai 39 ans, je suis mère de 3 enfants, mariée depuis bientôt 16 ans. Je me suis toujours définie un peu comme un cliché, vraiment famille nombreuse, un parcours assez classique. J'ai toujours été un peu dans les cases, dans les codes, jusqu'à un moment de ma vie où tout a basculé et où je me suis vraiment autorisée à être quelqu'un d'autre, entre guillemets, celle que j'attendais depuis toujours. Et aujourd'hui, du coup, tu es un peu sortie des cases, sortie des codes, si je peux dire. Tu dirais que ta vie fait pleinement sens à combien sur une échelle de 1 à 10? Alors ma vie actuelle, elle fait sens, je dirais, à 9 sur 10. Il y a beaucoup de choses qui se sont réalignées, qui m'ont redonné un élan de malade, que ce soit dans ma vie pro comme perso. Aujourd'hui, il me manque un peu de stabilité dans tout ce qui a été un peu, dans toutes ces cartes qui ont été un peu rebattues, mais je me sens vraiment pleinement à ma place et utile. Trop cool, trop cool, trop cool. Et alors, on s'est connus, nous, par notre ancienne vie pro, justement, quand on était toutes les deux dans les cases. Si tu reviens un peu sur les années passées, comment t'es passée de la fille qui respecte bien les cases à celle qui s'autorise finalement à un peu sortir des cases, à penser à elle, à sortir de ce qu'on appelle la vision de la réussite? Ah là là, c'est une excellente question. En fait, donc comme je te disais, moi j'ai toujours été un peu dans les cases, et puis dans les cases bien clichés. Donc ce que je disais tout à l'heure, j'ai grandi dans une famille nombreuse, troisième sur 5 filles, avec un père entrepreneur assez exigeant, une mère au foyer et le sujet de la réussite qui a toujours été très très présent chez nous. Alors chacun sa définition de la réussite, Ouais, j'allais mais dire, dans ta famille, c'était quoi justement cette définition de la réussite à peu près? alors nous, on vient de famille d'entrepreneurs, hein, de génération en génération. Pour moi, la réussite, c'était travailler beaucoup, 7 jours sur 7, partir de zéro pour construire quelque chose de tes propres mains, et limite un peu importe les dommages collatéraux. Tu dois y aller avec force, avec conviction, et un peu montrer la voie. Il y avait cette notion de montrer la voie. Ça, c'est le schéma que je m'imaginais. Hein. Après, avec un peu de recul, c'était pas vraiment ça. Mais de ce que j'avais un peu compris et appris, c'était marche ou crève, quoi. T'y vas, tu montes la voie. Tout est à ta portée. Et par contre, fais-le avec toute ton énergie et surtout ne te plains jamais. Ne t'écoute pas et avance. Donc c'est comme ça que j'ai grandi dans une famille vraiment heureuse, petit paradis perdu quoi, mais tout était vraiment super. Et puis j'ai suivi la voie classique du bac, éco, d'une école de commerce, 5 ans d'école de commerce, avec cette idée de je sais pas très bien quoi faire, mais de toute façon il n'est pas possible de sortir des cases, donc je vais faire mon école de commerce et puis je verrai bien après. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir une voie, voilà, une école, enfin, je te dis, une école de commerce, 5 ans d'école de commerce, ensuite un premier stage qui m'a embauchée. Et puis, comme on m'a dit, vas-y, avec force, conviction et énergie, forcément, ça a marché. Ils m'ont embauchée pour un premier CDD puisque l'entreprise fermait pendant 18 mois. Et puis, à la fermeture de l'entreprise, j'ai été embauchée par une autre entreprise pour qui je bossais depuis longtemps, pour laquelle j'ai bossé pendant 9 ans. En gravissant à chaque fois les échelons de je reste 2 ans sur un poste et puis on me donne le poste d'après, puis 2 ans sur un poste, etc., avec toujours cette idée de toujours plus, toujours le poste d'après, il faut toujours être en mouvement, il faut toujours donner le meilleur de soi, etc. Peu importe ce qui se passe. Et il faut savoir que moi, pendant tout ce temps-là, je suis devenue maman, parce que je suis devenue maman
hyper tôt. Je me suis mariée à 23 ans. J'ai eu mon premier enfant à 26 et j'ai commencé à bosser à 23. Donc globalement, voilà, toute cette vie professionnelle, elle s'est aussi construite avec ma vie de maman, avec aucun repère, parce qu'aucune de mes copines n'avait d'enfants à cet âge-là. Et avec d'un côté ce truc de il faut aller à fond dans son boulot, il faut être au taquet, toujours au rendez-vous de tout, et puis une vie qui a complètement été bousculée, chamboulée par l'arrivée de mon premier enfant, dans une espèce de solitude un peu, ouais, vraiment une solitude, une grosse solitude dans ma vie de maman, et avec cette idée que la priorité de toute façon était au pro. Et j'ai pas du tout vécu ces instants maternels de ah là là mais c'est le plus beau jour de ma vie, etc., etc. Je me suis même pas autorisé ça, mais je pense que ouais, je pense que je me suis même pas autorisé ça. Ça compte dans l'histoire parce que à la naissance de mon deuxième enfant, donc j'avais 28 ans, parce que j'en avais trois à 30 ans. Euh, Ma vie professionnelle a pris un autre petit tournant puisque dans l'entreprise dans laquelle j'étais au siège depuis maintenant, enfin, quelques temps, et on m'a dit ah bah non, toi il faut que tu repasses sur le terrain pour être commercial dans ta voiture, sillonner les grandes surfaces, etc. Pour un peu apprendre le métier du terrain avant qu'on puisse te faire évoluer. Et du coup j'ai changé de job quand mon fils avait 2 mois et demi. Je suis repartie sur les routes, à travailler la nuit pour faire des réimplantations, la journée sur les routes, avec un enfant de 2 mois et demi, donc je te laisse imaginer à quoi ça ressemble, et avec un premier enfant qui avait 2 ans. Voilà. Et avec cette idée, j'étais en permanence dans le speed, dans le flou. J'avais plus de vie, enfin je dormais jamais. Quand je revenais le soir, je voyais mes enfants de 6 heures à peut-être 20 heures, et après je repartais travailler de nuit pour faire des réimplantations. Et puis je repartais le lendemain matin, je les embrassais avant la crèche, et puis je repartais chez les clients. Et au bout de 8 mois, je me suis effondrée, mais vraiment littéralement effondrée. Et je me suis vue me dire, en fait, si je passe sous ce camion-là, tout pourrait s'arrêter, en fait. Donc ça a été une première chute dans mon parcours professionnel. Vraiment ce moment où je me suis retrouvée devant chez un médecin à plus pouvoir parler pendant vraiment, je pense, bien 2-3 minutes, à me demander ce que je foutais là. Et où le médecin m'a dit, écoutez, là, vous êtes en épuisement professionnel. Si vous ne m'écoutez pas maintenant, vous en avez pour 10 ans. Si vous êtes un peu maligne et que vous m'écoutez maintenant, vous en avez pour 6 mois. Donc ça a été un premier coup de bambou dans ma vie professionnelle, qui explique pourquoi après je me suis autorisée à sortir un peu des cases. Mais là, pour l'instant, je me l'autorisais pas trop parce que je me disais, ah, mais qu'est-ce que c'est que enfin, comment est-ce que j'ai pu en arriver là, moi qui suis si forte, mais attends, je fais un burn-out, mais ça, c'est que pour les faibles. Enfin, vraiment, je me flagellais en même temps que j'étais clouée au lit, à plus savoir comment reprendre un sens, un peu le chemin de ma vie, quoi. Et je me suis fait, j'ai été arrêtée pendant 5 mois à ce moment-là, sous médoc, psy, etc. Et comme j'avais jamais fait de pause de ma vie, je m'étais jamais posé aucune question de toute ma vie entière. Et ben, je me suis dit, ah bah, mon rendez-vous de psy que j'ai toutes les semaines pour m'en remettre, et le médecin que je voyais peut-être une fois toutes les 2 semaines, bah, c'est bon, quoi. En fait, ça y est, j'ai fait l'introspection de ma vie, je sais qui je suis, plus jamais ça me réarrivera, quoi. Et donc, je suis repartie dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Mais cette fois-ci, ils m'ont changé de poste, donc j'étais à nouveau au siège, ce qui m'a donné quand même un petit peu de respiration. Je suis retournée dans mon ancienne équipe avec mon ancien boss, qui a toujours été hyper bienveillant avec moi. Et j'y suis retournée, j'ai eu mon troisième enfant. Voilà. Et après la naissance de ma fille, ma dernière, je me suis dit, il faut que les choses changent. Et c'est là où je suis arrivée du coup dans l'entreprise dans laquelle on s'est croisés, qui avait une approche de l'entreprise vraiment différente, où quand même l'humain était beaucoup plus présente dans l'entreprise que celle que j'avais avant. Et là, je me suis un peu éclatée, révélée, je retrouvais mon élan pro, vraiment, je me suis vraiment éclatée. Et puis, mais ça y est, j'avais eu mes 3 enfants, j'avais 30 ans, une nouvelle vie s'offrait à moi, quoi. J'ai fait des rencontres vraiment extraordinaires, je me suis éclatée, sauf qu'en fait, j'avais pas bien compris, je pense, la première fois que je suis tombée. Et du coup, la vie m'a dit, attends, je vais te faire tomber une deuxième fois pour être sûre que tu comprennes. Et au bout de 5 ans dans cette boîte, à vraiment m'éclater. Il y a eu un moment où j'ai changé à nouveau de job juste pendant le Covid. Moi, je travaillais en B2B, donc tout le secteur du B2B vraiment s'est effondré. Moi, j'étais commerciale à ce moment-là, grand compte, et on me demandait de faire des trucs que je n'étais pas forcément très à l'aise. Bref,
l'entreprise prenait un tournant qui n'était pas du tout aligné avec moi, ce que je voyais, enfin ce que je pouvais vivre à l'intérieur de moi comme valeur, ça je l'ai appris après, mais ça me dérangeait pas. Et puis côté perso, c'était compliqué aussi, il y avait plein de choses qui étaient en mouvement. Je prends un peu les choses un peu dans le mauvais ordre, mais 2 ans avant le moment où je m'écroule pour la seconde fois, on a décidé avec mon mari de partir vivre à Nantes, alors qu'on vivait en région parisienne, pour que lui vive un projet entrepreneurial qu'il avait depuis longtemps. À 40 ans, on en reparlera après de cette crise de la quarantaine, mais voilà, lui, à 40 ans, tout pile, il m'a dit, écoute, je veux plus faire du contrôle de gestion dans une grosse boîte, je veux devenir plombier. Parce que pour moi, j'ai besoin de retrouver du contact, j'ai besoin d'avoir de l'impact, de me sentir utile. Et ça faisait longtemps qu'il me parlait de devenir artisan, peut-être même depuis le tout début de notre mariage. Et à chaque fois, je lui ai dit non, c'est pas le moment, non, c'est pas le moment. Je pense que la peur vraiment était hyper présente et je disais mais non, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Et là, on avait nos 3 enfants. Effectivement, on avait une vie un peu plan-plan. Le Covid était passé par là après et on a décidé de tout quitter en milieu d'année. On est parti au mois de mars, une fois qu'il avait terminé ses formations et on a débarqué à Nantes. On connaissait quasi personne et on est arrivé ici pour se construire une nouvelle vie, pour que lui vive son projet entrepreneurial et moi je faisais des allers-retours à Paris 2 à 4 jours par semaine. Et parce que quand j'étais pas à Paris, j'étais chez les clients. Et j'ai tenu 2 ans, un peu moins de 2 ans. Et à force d'aller-retour, d'être chez moi entre 1 et 2 jours par semaine hors week-end, j'avais l'impression que mes enfants allaient m'appeler maman, que mes enfants allaient m'appeler madame assez vite. C'était hyper perturbant. J'avais l'impression que eux avaient déménagé, mais que moi je vivais encore à Paris. J'avais cette boîte là qui me demandait de faire des trucs que j'aimais pas. Je commençais à m'essouffler. Puis il y a eu d'autres sujets perso assez lourds qui ont fait que, pareil. Il y a eu un moment où j'étais plus que l'ombre de moi-même. Je m'en voulais de pas être forte, je m'en voulais de pas tenir, je m'en voulais, je me disais mais attends, Kitri, tu vas tenir, ton mec s'est reconverti, vous avez changé de vie, il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes. Tout repose sur toi, quoi. Mon mec était au chômage, pour l'instant il n'avait pas encore développé son activité suffisamment pour nous faire vivre tous les 5, quoi. Donc il n'y avait pas question que je m'effondre. Et puis j'avais pas appris à m'écouter, pas suffisamment en tout cas, mais je voyais quand même que je retournais dans le même état qu'il y a 8 ans, quand je m'étais effondrée. Et que ça prenait clairement pas la bonne voie, quoi. Et pour autant, j'ai pas su m'arrêter. J'ai pas su m'écouter, j'ai pas su me dire de quoi t'as besoin. Enfin, tu vois, parce que je savais pas. Déjà, je savais pas faire. J'ai appris après que c'était beaucoup plus profond que ça, en fait, que tu pouvais pas juste dire, sois sympa avec toi-même, écoute-toi. Enfin voilà, qu'il fallait lever quand même quelques barrières. Et puis j'avais pas le choix en fait. Enfin, je me disais que j'avais pas le choix. Et je me suis repris le mur une deuxième fois, beaucoup plus fort cette fois-ci. Donc là, c'est quoi? C'est ton corps qui a lâché? Ouais. Genre, ta tête, elle voulait vraiment pas lâcher, là, de ce que tu nous dis. Ouais. Ouais, ma tête voulait pas lâcher. J'ai eu des symptômes super forts. En fait, mon corps, il partait complètement en cacahuète. Déjà, j'avais pris beaucoup de poids, j'avais plus mes règles, je ne dormais plus la nuit, je faisais des crises d'angoisse. En fait, quand je savais que, par exemple, le mardi, j'allais prendre le train, dès le samedi, je faisais des crises d'angoisse en me disant, je dois retourner au bureau. Enfin, c'était complètement, c'était pas moi, en fait. J'étais vraiment spectatrice de ma vie. Et surtout, je ne parlais plus, je pleurais, en fait. Donc soit je pleurais, soit je criais. Donc en général, je pleurais avec mes collègues et je criais sur mes enfants. Alors, normalement, c'est comme ça que ça se passait. Et mon mari, alors il fallait même pas qu'il m'approche. Enfin, tu vois, c'était vraiment, il était très 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 bienveillant, mais juste, en fait, personne ne pouvait comprendre ma douleur, tu vois. Et je pense que là, en fait, mon cerveau a vrillé. Et en fait, je suis partie en week-end avec mes 2 meilleures copines, en me disant, allez, je vais me ressourcer, ça va me faire du bien, je vais repartir. Et là, je pense que je me suis totalement effondrée. C'est-à-dire que j'ai eu une migraine pendant 3 jours, mais au point d'être vraiment dans mon lit quasiment la moitié du temps. J'arrêtais pas de pleurer, j'arrivais même plus à exprimer ce que je ressentais. Enfin, je pense que j'étais complètement décrochée de la vie, quoi. Enfin, et on est rentré le dimanche. Le lundi, j'ai fait mon dernier très gros rendez-vous client que j'avais à faire en me disant je ne peux pas ne pas y aller. Ça fait tellement longtemps que je le prépare. Et quand j'ai raccroché, j'ai su que j'y retournerai jamais. Mon corps a parlé, et là pour le coup, ça a vraiment été. Mon médecin m'a arrêté tout de suite, longtemps. Je savais très bien là que j'étais allée trop loin et je savais très bien ce qui m'attendait. Sauf que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort, mais ça a été d'une violence inouïe en fait. Je pense que là, on m'a fait vivre ça en me disant plus jamais tu vas vivre ça de ta vie en fait. Ouais. T'as pas compris la première fois, je vais le faire plus fort pour que tu comprennes vraiment, vraiment le message. Exactement. Et ouais, exactement. Et vraiment, j'ai eu vraiment, on va dire, 4 mois de l'enfer où vraiment je pouvais pas sortir de chez moi ou acheter une baguette de pain, c'était la mission de ma journée. On me demandait d'aller à la boulangerie et à la poste, je me mettais à pleurer comme une enfant en disant j'y arriverai jamais en fait. Ouais. Je me suis tirée chez moi et j'étais incapable de gérer ni mes enfants, ni ma maison, ni mon mec, ni je savais plus faire 2 choses à la fois. Voilà, j'ai l'impression d'être devenue débile quoi.
Et Puis comment t'as voilà. fait pour remonter cette pente, du coup? Et ben en fait, donc l'avantage d'être très 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 fatiguée, c'est que à part écouter des podcasts, je ne pouvais rien faire. C'est-à-dire que lire me prenait trop d'énergie. Regarder un film, c'était pas possible. C'était pareil, ça me prenait trop d'énergie. Et donc la seule chose que je pouvais faire et qui me ressourçait, c'était soit écouter de la musique, soit écouter des podcasts. Et donc j'ai découvert le monde du podcast. Et avec ce monde du podcast, j'ai découvert un univers parallèle qui était le développement personnel. Et avec cet univers-là aussi, en découvrant en fait cet univers-là, je me suis dit mais attends, mais il y a un monde parallèle en fait. Il y a quelque chose, on m'a caché qu'en fait c'était possible de prendre soin de soi, que ça pouvait avoir du sens. Enfin, vraiment, je sais pas comment dire, j'ai redécouvert une lecture de la vie qui était totalement différente de celle que j'avais toujours eue en fait. Je connaissais pas le coaching, le bilan de compétences. On va peut-être en reparler, mais pour moi, le coaching, c'était du bilan de compétences, c'était sympa, mais bon, voilà. Et j'ai découvert enfin, tu vois, ce que c'est qu'une croyance limitante, que les comportements qu'on avait, on pouvait les changer. Et surtout, j'ai compris quelque chose de fondamental, c'est que je pouvais décider d'être quelqu'un d'autre, en fait. Ou en tout cas, de redevenir celle que j'avais toujours voulu être. Et que ça, c'était possible, même à l'âge que j'avais, même à 36 ans, et que tout ça, ça pouvait. J'avais le pouvoir, en fait, j'avais un pouvoir en moi de changer. Et ça, c'était assez extraordinaire de se dire ça. Parce qu'une fois que je me suis effondrée, pendant 4 mois et que j'ai dormi et que j'ai écouté, je pense, je sais pas combien de centaines d'heures de podcasts, je me suis dit maintenant c'est à ton tour. Par contre, je savais pas du tout comment ça serait à mon tour, mais je me suis dit c'est à ton tour. Donc voilà comment j'ai commencé à juste entrouvrir en fait le fait de pouvoir sortir des cases. C'était à ce moment-là que ça s'est passé. Et justement, tu sais que c'est ton tour, mais tu sais pas qu'est-ce que tu Non. veux. Comment t'as fait justement pour dessiner la suite? Alors ça s'est fait en 2 temps. J'ai fait un bilan de compétences, un premier bilan de compétences qui était très chouette. Mais pour le coup, avec tout ce que j'ai pu découvrir sur le développement personnel, avec un peu de recul, qui était très propre, donc très très outil, très on te met dans une case, etc., etc. Et moi, je voulais tellement trouver quelque chose dans ma vie que de toute façon, je me suis dit ah c'est sûr, je vais faire de la déco, je vais absolument faire ça, c'est canon, c'est sûr, c'est ma voie. Et la nana qui m'a accompagnée, je pense qu'elle s'est dit, elle va droit dans le mur, c'est pas du tout ce qu'il faut qu'elle fasse. Mais elle était mignonne parce qu'elle me laissait un peu faire mon truc, mes enquêtes métiers, etc., etc. Mais à la toute fin, elle me dit quand même, faut quand même que vous regardiez un peu l'univers du coaching. Ça semble quand même être vraiment ce qui vous correspond, etc. Puis je lui dis ouais, cause toujours. Moi, je sais déjà pas m'occuper de moi-même, je vais pas non plus m'occuper des gens, c'est impossible. Je j'ai pas les ressources en moi. Et je pense que c'est un moment de ma vie où j'étais très 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 fatiguée. Donc voilà, donc le bilan se termine. De toute façon, j'étais encore un peu dans le lac, donc je me suis encore laissé un petit peu le temps de me poser. Je voyais bien que de toute façon, mon projet de déco, c'était sympa, mais que c'était pas vraiment ça qu'il fallait que je fasse. Et pas très convaincue quand même, je fais un deuxième bilan de compétences pour être sûr, quoi. Faudrait pas. Et cette fois-ci, le bilan de compétences était assez intéressant parce que il était beaucoup plus tourné développement personnel, mais limite un peu trop. Il y avait vraiment c'était très 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 introspectif, mais pas très mise en action. Et c'est là où j'avais la force du cadre du premier bilan. J'avais celui-là en fait qui me permettait d'ouvrir un peu mes chakras. Et dans le deuxième bilan, au bout de la moitié du bilan, ça a été, enfin le coaching, c'était vraiment une évidence. En tout cas, l'accompagnement a été une évidence. Et puis, bah, forcément, j'ai fini mon bilan en me disant, bon, bah, là, ça fait quand même 2 bilans où a priori, la piste du coaching est envisagée. Il faudrait peut-être que je commence à regarder ce qui s'y passe. Et c'est là où, bref, un peu de bouche à oreille, je suis tombée dans une école de coaching à Parisienne. Je me suis même pas posé de questions en fait. Je dis ok bah c'est celle-là. Je crois que j'ai même pas cherché d'autres écoles. Je suis allée dans celle-là et premier jour, première minute, je pense où le prof parle et nous explique ce que c'est que le coaching. Donc, déjà je me dis mais j'ai rien compris à ce que c'était que le coaching en fait. C'est pas du tout du bilan de compétences, j'ai rien compris. En fait le coaching c'est ouf et en plus tu peux coacher tout le monde en fait. Je pensais moi qu'il fallait être expert en quelque chose pour pouvoir coacher. Et là, en fait, pas du tout. Je réalise que tu peux coacher tout le monde et que il suffit juste de poser la bonne question au bon moment, avec des protocoles ou pas, juste un peu d'écoute. Enfin, quand même, c'est pas si simple, mais et tu pouvais amener vraiment les gens à se dépasser, à se mettre en action, etc. Et là, je me suis dit c'est bon, je suis au bon endroit. Quoi qu'il se passe, quel que soit ce que ça donne tout ça, c'est là qu'il faut que je
soir et ça fait longtemps qu'il faut que je sois là, mais je me suis jamais autorisée. Et là, je vais vraiment aller jusqu'au bout de l'aventure, quoi. Mais avec mes propres règles du jeu. Et tout au long de cette formation de coaching qui a duré 1 an, j'ai défini mes propres règles du jeu. Donc, j'ai défini vraiment qui est-ce que je voulais être, quelle femme je voulais être, qu'est-ce que j'avais à offrir au monde, comment je voulais l'offrir au monde, parce que j'avais ma place. Et ma place, je l'avais depuis toujours, parce que je l'avais jamais vraiment vue, tu vois, je l'avais fait un peu à ma manière. Et là, je me suis dit, non, en fait, là, tu vas pouvoir aller plus loin, plus fort. Sauf que les critères de réussite, c'est toi qui vas les poser. Et ta vie, c'est toi qui vas la dessiner. Et ça va être une chouette vie que tu vas t'offrir, tu vois. Avec cette idée de tu peux changer sans tout plaquer, et ça c'est important. Et, euh, et voilà, et donc je découvre tout ça. Et je découvre un autre sujet, qui est le sujet aussi un peu qu'on peut traiter aujourd'hui, qui est ok, mais est-ce que c'est mon deuxième burn-out qui m'a vraiment amené à ça, à cette idée de je veux m'offrir la fin, je veux être la femme que je suis, et il est temps dans ma vie maintenant, j'ai 30, à l'époque j'ai 37 ans maintenant, 37 ans, je veux être la femme que j'ai toujours en fait souhaité être, mais que je me suis jamais autorisée à être. Est-ce que c'est mes deux burn-out qui m'ont amené à ça, ou est-ce que c'est autre chose? Et en fait, j'ai découvert un peu par hasard un livre extraordinaire qui s'appelle Maintenant ou jamais, de Christophe Fauré, qui parle de la crise de la quarantaine. Et en lisant ce livre-là, je me suis dit non, en fait, c'est pas que tes deux burn-out, c'est que là, tu es en train de vivre une période de transition qui est essentielle à ta vie. Tu es en train de construire quelque chose pour le reste de ta vie et tu peux pas te louper, quoi. C'est maintenant que tu le construis et c'est comme ça qu'il faut que tu le construises bien avec tes propres règles, et tes propres codes. Et à partir du moment où j'ai lu ce bouquin, je me suis absolument passionnée, je suis fascinée par la crise de la quarantaine. Et du coup, tu vois, c'est vraiment toute cette année un peu de coaching, de transition, de post-burnout, du deuxième burnout, enfin tout ça. Je me suis dit, mais ça a accéléré pour moi la crise de la quarantaine. Et cette crise de la quarantaine, cette transition de milieu de vie, là, je devais la vivre à 2000%. Et je me suis dit, mais si toi t'y arrives, si toi t'arrives à sortir des cases, si t'arrives à construire ta propre vie, d'autres pourront le faire. Et si tu leur disais en fait que leur vie pouvait changer à ce moment-là et qu'il fallait qu'elle change à ce moment-là, ce serait trop beau, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, allez, pourquoi pas. Il y a tellement de femmes qui, comme moi, se sont jamais autorisées à sortir des cases, qui ont eu plus ou moins d'ailleurs des vies ou des éducations assez strictes. Je vais leur dire, sortez de votre cocon, vous pouvez y arriver, quoi. Sortez de vos idées reçues et vous allez voir, la vie est plus douce à côté, quoi. Donc voilà. Donc j'en ai fait ma mission. Voilà, trop bien. Et du coup, si on revient sur cette crise de la quarantaine, qu'est-ce qui fait que c'est à peu près à cette période-là, justement, où on sort de son cocon? On a l'impression que c'est un peu une deuxième crise d'adolescence. Toi qui es un peu experte du sujet, qu'est-ce qui fait qu'on vit cette sorte de deuxième crise d'adolescence de, OK, en fait, je pensais être adulte et suivre mes propres règles, mais en fait, pas du tout. Je suivais les règles de la société, des parents, etc. Qu'est-ce qui fait qu'autour de 40 ans, il y a ce changement? Alors la crise de la quarantaine, déjà, c'est important de le dire, elle arrive entre 35 et 50 ans, globalement. Il y a 80% de la population qui la vit, donc c'est pas anecdotique. Après, c'est un peu comme la crise d'ado, on la vit plus ou moins fort, mais on la vit tous. Et quoi qu'il arrive, même si on la vit pas fort, entre guillemets, c'est un peu un passage obligé, quoi. Comme la crise d'ado, c'est un passage obligé pour devenir adulte. Et ben nous, enfin cette crise de la quarantaine, elle est essentielle en fait pour passer d'une vie qui est très orientée autour du faire, de l'avoir et du paraître, à une vie qui est une vie basée sur la quête de sens, qui est beaucoup plus spirituelle en fait. Ça paraît toujours un peu perché quand je dis ça, mais c'est vraiment ça qui se passe. Et on parle de crise de la quarantaine parce que y a vraiment quelque chose qui se passe. Moi, je dis vraiment c'est un tsunami, mais qui est un peu vicieux en fait. C'est très profond ce qui arrive à la crise de la quarantaine. C'est petit à petit, ce qui se passe, c'est que depuis qu'on est né, comme on n'est pas des êtres solitaires, on va se construire un persona, donc on va se construire une personnalité qui nous permet d'intégrer des groupes. Donc on va intégrer des groupes quand on est enfant, adolescent, adulte, etc. Que ce soit en entreprise, à la maison, avec les copains, dans les assos. Et en fait, on se colle, entre guillemets, des étiquettes tout au long de notre vie pour être suffisamment propre, entre guillemets, ou attirant pour rentrer dans les cases et dans les groupes. Donc ça, c'est notre personnalité, qui n'est pas notre personnalité, comment dire, intrinsèque, quoi, mais qui est la personnalité qu'on se construit pour aller dans les groupes. Donc là, la première chose qui se passe, c'est qu'à 40 ans, tu te dis un peu à quoi bon. Première chose. Deuxième chose, c'est que depuis qu'on est né,
On nous donne des cases, donc à 40 ans, il faut que tu aies fait des études, que tu aies un mec, que tu aies un appart, des enfants, le bon job, avec les bonnes... Enfin voilà, que socialement tu sois reconnu et que surtout tu sois engagé à droite à gauche, tu comprends, c'est important, etc. Très bien, donc à 40 ans, tu te retrouves avec, à avoir coché toutes ces cases-là, sauf que personne t'a expliqué quelle est la case d'après. Personne t'a dit, et après 40 ans, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Et du coup, après, toute ta vie, tu as été un peu drivé par la case d'après, sauf que la case d'après, à 40 ans, il n'y en a plus. Et c'est là où il faut que tu fasses tes propres choix. Et c'est plus compliqué parce que toute ta vie, t'as suivi un chemin qui n'était pas ni bon ni mauvais, mais qui était juste un chemin qu'on t'a donné, qui a fait que ça a un peu annihilé ta capacité à prendre des décisions. Et là, tu te retrouves un peu face au vide. C'est un peu la deuxième chose qui se joue. Et la troisième chose qui se joue, c'est que il y a beaucoup de rôles qui s'inversent à 40 ans en fonction de l'âge de tes enfants. Les enfants, ils vont être plus autonomes, ils vont avoir moins besoin de toi. Tu vas passer d'un couple parent à un couple amant, sauf que peut-être tu t'étais un peu perdu en route. Il y a ce moment où tes parents vieillissent et où du coup les rôles s'inversent aussi parfois. Tu es enfant, là tu deviens parent de tes parents, enfin un peu ça qui se joue. Et puis effectivement au bureau, ce moment où comme tu passes d'une vie où tu es en quête, où tu es dans la voie et tu passes dans le sens, et au bureau il y a tout d'un coup tous les trucs qui commencent un peu à tous ces schémas pareils de professionnels de réussite qui commencent à s'effriter un peu. Et donc forcément quand tes piliers perso commencent à s'effriter un peu, que tu sens que c'est plus très stable au niveau perso, et qu'au niveau pro, tout ce que tu pensais avoir construit, c'est pas si dingue que ça, tout d'un coup tout s'effondre. Sauf que c'est pas tout s'effondre d'un coup comme un burn-out en fait, c'est beaucoup plus insidieux que ça. C'est vraiment comme un truc, une frustration permanente qui s'installe en toi, un manque d'élan, quelque chose qui fait que tu peux vivre un peu t'es tout le temps un peu en colère. Tout ce qui te faisait kiffer avant te fait plus du tout kiffer. Sortir avec des potes, ça peut, je sais pas, te coûter énormément d'énergie, où avant ça te rechargeait à 2000%. Et il y a plein de petites choses comme ça qui font que tes repères changent, tes envies changent. Et en fait, tout ça, c'est un peu, c'est complètement même drivé par le à quoi bon, quoi. Et à quoi bon? Il me reste 40, 50 ans à vivre, j'ai fait la moitié de ma vie, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de m'offrir pour tout ce reste de ma vie, là? Est-ce que c'est ça, cette vie-là? Et le plus grand danger de la crise de la quarantaine, c'est de tout plaquer en se disant justement, j'ai plus envie, j'ai plus envie de ça. Et du coup, on a l'impression qu'en tout plaquant, on va repartir de zéro et que tout va redevenir super. Sauf qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, entre guillemets. C'est au contraire identifier les piliers qui sont vraiment effondrés, ceux qui sont juste effrités, et puis commencer à reconstruire un peu tout ça. Mais surtout garder les piliers qui sont stables et qui te font du bien et qui, eux, pour le coup, te font tenir. Et c'est un peu ça, en fait, les enjeux de la crise de la quarantaine. Beaucoup mettent un peu un masque sur leurs yeux en disant non, non, surtout pas, je veux pas y arriver, je veux pas y aller, je veux pas y aller, parce qu'elles ont peur. Je parle des femmes parce que c'est vraiment ces femmes-là que j'accompagne. Elles ont peur de changer en fait. Elles disent ah ben non mais moi finalement c'est assez confort ce que je vis là. Ok c'est chiant, je suis un peu frustrée, je suis pas hyper épanouie, mais franchement ça peut marcher. Sur un malentendu ça peut marcher encore 40 ans. Sauf que vite elles badent en me disant mais attends mais je peux pas attendre 40 ans comme ça, mais c'est l'enfer, jamais je veux ça en fait. Et c'est là où il y a des vrais enjeux d'accompagnement, des vrais enjeux de renouveau, quoi, sans faire n'importe quoi. C'est ultra intéressant et j'en avais jamais pris conscience. Mais c'est vrai que dans les cases à cocher de la société, ça s'arrête à 40 ans. Et je repense à moi quand j'étais salarié, mes Ouais. objectifs professionnels s'arrêtaient à 40 ans. À 40 ans, tu seras directrice supply chain et après, je sais pas, il n'y a pas rien. Et 60 ans, tu as quand même les cases de 60 ans, donc la retraite, là, tu te mets à kiffer ta vie, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un passage à vide entre 40 et 60 ans. Maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il n'y a aucune case, quoi. À part si tu regardes statistiquement, il y aurait la case divorcée, tu vois, mais elle n'est pas très sexy. Ouais. Mais sinon, entre 40 et 60 ans, j'avais jamais pris conscience de ça, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune case. Ouais, c'est le no man's land. Et ce qui est terrible, c'est que il y a tellement un rien, il y a tellement un vide, que moi j'accueille même des femmes qui me disent non mais je suis périmée en fait. Là j'ai passé 40 ans, je suis périmée pour tout quoi. Je suis périmée pour le bonheur, je suis périmée pour mon boulot, je suis périmée pour ci, pour ça, c'est trop tard. Ah
Mon Dieu, mais non! Tu vois? Et ça, c'est mon combat, quoi. C'est vraiment mon combat. Moi, ma mission de vie, c'est de remettre les gens en marche. Et elle s'est affinée en disant non, c'est pas remettre les gens en marche, c'est remettre les femmes quarantenaires en marche, quoi. Et faire se dire, le monde a besoin de toi, lève-toi et go, quoi. Enfin, retrouve ton élan, t'es tellement pleine d'énergie, de vie, tu peux retrouver cet ado qui se marrait, cette jeune femme qui avait envie, tu peux la retrouver et faire revivre toute cette vie de ouf que t'as, quoi. Ça peut être cool. Et comment on fait justement pour sortir de cette crise de la quarantaine, se retrouver, retrouver sa joie d'enfant et tout ça? Alors déjà, il faut le faire un peu dans l'ordre. C'est-à-dire que tu peux... C'est quand même pour moi la meilleure façon de le faire, c'est de le faire de manière très méthodique. Accompagner, c'est encore mieux. C'est pas moi qui vais te dire le contraire, mais pour le coup, je le pense vraiment. Parce que il y a d'abord un peu un bilan à faire de sa vie, mais un bilan avec un peu de recul. On a tendance à se dire, ah, de toute façon, toute ma vie, c'est de la merde. Il y a rien, y a rien à sauver. Alors que si tu prends un peu les domaines de ta vie les uns après les autres, tu réalises que oui, d'accord, il y en a qui sont abîmés. T'as des domaines de ta vie qui sont abîmés, mais t'en as d'autres qui sont très forts, très puissants, comme on disait tout à l'heure. Et du coup, ton focus, toute ton énergie, elle doit aller vers les piliers qui sont soit détruits, entre guillemets, soit très abîmés, parce que c'est là-dessus qu'il faut focaliser ton énergie. Et ceux qui sont soit ébréchés, soit qui sont en pleine forme, tu peux les mettre de côté pour un temps, le temps que tu te reconstruises et que tu retrouves ton élan. Donc ça, c'est un peu la première étape. La deuxième étape, c'est de s'autoriser à voir où est-ce que tu veux aller à la fin. Qu'est-ce que tu veux t'offrir en fait? Si je te disais, ah bah tiens, tu peux décider de qui tu souhaites être, tu peux décider de la femme que tu souhaites être. Bah tu veux être qui? Tu veux être quoi pour le monde? Tu veux être quoi pour toi? Tu veux être quoi pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mec, pour ton boulot? Tu veux être qui? Qu'est-ce que tu veux servir entre guillemets comme mission? Ça c'est quand tu es un peu plus accompagnement un peu plus poussé, mais euh, qui est-ce que tu veux t'offrir? Enfin, qui tu veux être? Donc une fois que tu as le point de départ, entre guillemets, et le point d'arrivée, là, tu peux commencer à parler d'un renouveau et d'une reprise d'élan. Et, euh, et pour faire tout ça, en fait, pour après cheminer vers du point de départ vers le point d'arrivée, tu vas d'abord te reconnecter à ce qu'on appelle la part de lumière, quoi. Qu'est-ce qui est beau en toi? Qu'est-ce qui est puissant? Qu'est-ce qui est lumineux en toi? Et qui justement, est à offrir au monde. Mais tu vas aussi t'attaquer à ta part d'ombre, un truc un peu, qui est un peu moins sexy sur le papier socialement, et pour autant, c'est limite ce qui est le plus important pour moi, c'est-à-dire tout ce que ton corps te permet de raconter, tout ce que ton corps te permet de vivre, tout ce que c'est tes points d'alerte, c'est tes meilleurs copains quoi dans la vie, c'est ta boussole quoi. C'est comment est-ce que j'accueille mes émotions, qu'est-ce qu'elles me racontent, qu'est-ce que mon corps me dit, qu'est-ce que mes freins, mes blocages me racontent, qu'est-ce que mes croyances disent de moi et quels sont les bénéfices que j'ai à croire ça, etc. Donc il y a un peu toute cette part d'ombre moi qui me fascine et qui est pour moi la plus belle chose à travailler parce que tu te rends compte que finalement, bah, tout ce que tu traînes comme des boulets, c'est tes meilleurs amis et qu'en fait, ils peuvent t'apporter énormément de choses sur la connaissance de toi et ton mode d'emploi. Et à partir du moment où tu as ta part de lumière, ta part d'ombre, tu as vraiment un tout, tu t'es reconnecté à toi, là, tu peux t'attaquer un peu au regard que tu portes au monde, mais aussi que le monde te porte, avec cette idée du regard des autres, de comment je me détache finalement de toute cette vie que j'ai vécue pour faire plaisir, toute cette vie que j'ai vécue pour les autres, et de se dire, attends, je vais prendre un peu de recul et je vais revoir mon rapport au jugement, je vais revoir mon rapport à mes limites, etc. Et j'aime bien dire ça, je vais comprendre que poser mes limites, dire non, exprimer au monde en fait que oui, j'ai un mode d'emploi et de leur expliquer ce que c'est que ce mode d'emploi, c'est leur laisser aussi la place de prendre soin de toi, de savoir comment tu fonctionnes, c'est laisser l'espace suffisant à l'autre pour t'aider, pour t'accompagner, pour prendre soin de toi et que en fait on est tous là les uns pour les autres et que poser ses limites c'est pas juste dire dégage à l'autre, c'est lui dire en fait là je suis fatiguée, voilà mes besoins, voilà, non, ce soir je peux pas faire ci ou je peux pas faire ça parce qu'en ce moment il se passe ça. Et du coup, l'autre tout d'un coup peut rentrer dans ta vie et t'accompagner et prendre une vraie place. Donc c'est limite, poser des limites, c'est renforcer les liens et dire aux autres je te fais suffisamment confiance et tu es suffisamment proche de moi pour que je te fais suffisamment confiance pour te permettre de prendre soin de moi. Donc c'est une marque d'amour très forte.
Donc, on s'occupe de ça, de tout ce regard que tu portes sur le monde et que le monde te porte. Et ensuite, du coup, tu fais tes propres choix. C'est-à-dire, une fois que tu t'es un peu t'as rebattu toutes ces cartes-là, tu redéfinis ton mode d'emploi et là, tu te dis, OK, mon plan d'action, avec tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est d'aller vers cette femme que j'ai décidé d'être. Et là, tu te mets en marche vers ça, en disant, OK, comment je me raccroche à mes rêves d'enfant, comment je gère mes peurs, qu'est-ce que racontent mes peurs, comment je gère mieux mon temps, comment est-ce que je laisse entrer un peu plus de souplesse dans ma vie de mère, d'épouse, de collègue, comment j'arrive aussi un peu à rire de tout ça et à dire attends, mais c'est aussi sérieux que ça la vie, enfin, vraiment. Non, peut-être pas. Alors, attends, je vais un peu me détendre. Et c'est ça, en fait, retrouver son élan, c'est aussi c'est retrouver sa joie, c'est retrouver cette joie pure, en fait. Vraiment, le truc de, quand je ris, je peux rire de moi, mais c'est pas être méchante avec moi, c'est, je ris de moi, mais parce que vraiment, à ce moment-là, je crois à ce que je raconte et c'est pas, je fais pas des blagues sur moi pour me flageller, mais je fais des blagues sur moi parce que tout d'un coup, ce que je vis là, c'est drôle, et je peux rire des autres, mais pareil, dans des situations où je sais que ce que je raconte, c'est drôle. C'est remettre de l'humour dans tout ça, de la légèreté et de se dire, arrêtons de nous prendre au sérieux 2 minutes. Vraiment, ça peut bien se passer aussi avec de la joie, quoi. Voilà. Trop bien. Un super plan d'action et j'adore ce message de juste kiffe ta vie, sois joyeux et ça va bien se passer, hein. La, C'est la ça. vie est plus simple qu'on se l'imagine. Si je résume un peu le plan d'action finalement, c'est le point de départ, donc bien comprendre d'où tu pars, quels sont les piliers qui vont pas, quels sont les piliers qui vont bien. Le point d'arrivée, qu'est-ce que tu t'autorises, où est-ce que tu veux aller et qui tu veux être finalement. Et le pont entre les deux, finalement, avec tout ce travail de se libérer du regard des autres, se libérer des peurs et comment je fais pour passer à l'action. Ouais, Et c'est ça. ceux qui nous écoutent, je pense que vous n'avez plus qu'à mettre le plan d'action en place. Et puis si jamais c'est trop galère, parce que quand même, on dit que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Il y a des super accompagnements, dont celui de Kitry. Un grand merci à toi, Kitry. Est-ce que tu auras un dernier conseil pour ceux qui sont en plein dans cette crise et qui ne nous auraient pas encore partagé? Le conseil que je pourrais donner, c'est justement ralentis avant de prendre des décisions à la hâte. Prends ce temps de pause, prends ce temps, même dans une vie à 1000 à l'heure, on a toujours l'occasion de faire une pause. Mets les réseaux sociaux sur off. Si c'est trop compliqué, fais-le juste sur une journée, 2 journées, 3 journées. Et utilise ce moment pour justement peut-être faire le bilan, le point de départ là, le bilan sur ta vie, en découpant en fait chaque domaine de ta vie et en regardant où est-ce que tu en es pour, encore une fois, pas prendre de décision à la hâte et faire des ajustements dans ta vie plutôt que de tout plaquer. Un super conseil. Un grand merci à toi, Kitry. Et Kitry, il y a un dernier point que j'aurais aimé aborder avec toi. On a dit qu'on s'était connus dans le monde du salarié, mais après on s'est retrouvés toutes les deux dans le programme Rando son activité que tu as rejoint. Et comme il y en a qui nous écoutent, qui sont peut-être intéressés, qui se posent des questions sur Alexandra, il y a quoi dans son programme, à quoi ça correspond. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, pourquoi est-ce que tu as rejoint le programme Rando son activité, justement? Alors, moi, j'ai rejoint Randoz parce que ça faisait, on va dire, 1 an que je bossais un peu dans mon garage sur mon programme, sur justement donc le programme Posei que j'ai créé et avec l'impression d'avancer, mais je me sentais quand même hyper seule. J'avais l'impression que j'allais monter quelque chose, mais je savais pas très bien par où commencer. Et puis j'étais pas sûre d'avoir fait les choses un peu dans le bon sens. Et j'ai adoré ton peps. Alors j'avais l'avantage de te connaître un petit peu, de savoir que tu étais carré, mais en même temps très accessible, très cool. Donc voilà, je t'ai vu passer sur les réseaux. Je me suis dit, mais attends, trop bien, j'adore. Et je vais m'offrir cet accompagnement pour être entourée, avoir des pairs qui vivent la même chose que moi et surtout avoir voilà, un mentor quoi et qui puisse, je sais pas si c'était vraiment la validation que je cherchais, mais surtout qui puisse me renvoyer en miroir les différentes étapes que j'avais pu créer et me bousculer un peu. J'avais besoin de ça aussi, d'être un peu bousculée et que voilà, savoir si jamais remettre un petit peu toutes les séquences dans le bon ordre. Et je savais que tu allais pouvoir m'offrir ça. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu as trouvé dans ce programme? Qu'est-ce que tu as préféré? Alors moi, j'ai été absolument admirative de tout ce temps que tu passes avec nous. Tu es plus qu'investi. J'ai vraiment l'impression que tu es partenaire quoi, de nos business. Je sais pas comment tu fais. T'es partout, tout le temps. J'ai vraiment, ça, t'as ma grande voilà, admiration pour ça. J'ai énormément aimé aussi le côté collectif.
Il y a vraiment, voilà, on rencontre vraiment des amis de promo, quoi. On n'est pas tout seul. C'est assez amusant. Moi, je pense que je suis arrivée avec une petite promo qui me correspondait bien, quoi. On avait beaucoup d'énergie à mettre en commun. C'était très, très, très chouette. Et puis, il y a ces rendez-vous hebdo, là, ces 3 rendez-vous hebdomadaires. Le lundi, trouve tes clients. Le jeudi, où là, c'est plus des séances collectives. Et puis le mardi, du coup, sur la relecture des réseaux sociaux ou les appels de vente. Moi, ça m'a énormément aidé. Déjà de petit à petit déconstruire toutes mes peurs sur ah là là mais il faut vendre, maintenant tu vends pas en fait, tu rends juste service à des gens qui en ont besoin, le côté où tu es là et tu nous fais des feedbacks sur à la fois sur les appels de vente, mais tu nous motives pour aller chercher des clients, tu nous motives pour voilà répondre aux problématiques qu'on a en commun. Certains sont très avancés, d'autres moins avancés, mais du coup ça donne l'énergie et l'envie d'y aller. Et puis il y a ce côté aussi très rassurant quand on se lance, notamment sur les réseaux sociaux, du fait que tu relis nos posts, tu nous challenges, et ça c'est assez puissant, et tu nourris le programme tout le temps, il est vivant en fait. Donc on a tout le temps, ah bah tiens, j'ai réfléchi à ça, je vais vous donner ce nouvel outil, c'est canon. On a des ateliers avec des experts extérieurs qui sont très très riches. Enfin, c'est un puissant fond de ressources avec toi un peu en guide. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, et puis tu as une approche, tu sais utiliser l'IA de manière assez intelligente, qui soit très adaptée à nos business, et ça, c'est un vrai coup de pouce au quotidien aussi, en fait. De nous pousser à aller voir un peu ce qui se passe du côté de l'IA et comment l'utiliser, mais de manière à apporter nos business plutôt qu'à s'y noyer. Et... Enfin, globalement, je suis assez contente. Hein, si tu avais un doute. Moi, je suis hyper contente. Ça a vraiment donné un vrai élan à mon projet. Trop cool, merci à toi Kitri. Et du coup, aujourd'hui, t'en es où là, si tu devais un peu résumer à ceux qui nous écoutent? Alors aujourd'hui, après avoir torturé mon offre pendant 6 mois à tes côtés, j'ai vraiment trouvé enfin ce qui me portait. J'ai réajusté mon offre, ma promesse, j'ai tenté, j'ai testé beaucoup. Et ça y est, donc déjà, je sens que je suis stabilisée en tout cas sur la partie offre, avec cet accompagnement à la fois pro et perso, qui n'est ni un bilan ni un coaching, mais qui est vraiment un bilan de vie. Et aujourd'hui, j'ai suffisamment de clients pour en vivre, en tout cas pour me dire que je suis bien partie. Depuis 2-3 mois, je sais où je vais. Maintenant, il faut juste que je remette un peu tout ça au propre, que j'automatise plus certains sujets, mais je sens que je suis à ma place. J'ai plus cette boule au ventre de me dire mais où est-ce que je vais, mais est-ce que je vais y arriver, et tout ça. Non, je suis passée vraiment, ça y est, du côté plutôt, je suis sereine, je suis à ma place, j'ai trouvé ce pourquoi j'étais faite. Peut-être que mon offre dans 3 ans, 5 ans, elle ressemblera plus du tout à ça, mais je m'en fous, je me laisse porter, et pour l'instant, je kiffe les nanas que j'accompagne, je kiffe ce que je fais, et je prends vraiment du plaisir au quotidien avec cette idée que oui, je peux en vivre et que financièrement, ça tient la route. Et ça, c'est clairement aussi grâce à Randos. Voilà, trop bien. Merci à toi. Et je peux mettre ma main à couper que ton offre, elle n'aura rien à voir dans 3 ans. Pareil, change, on évolue, on en apprend de nouvelles choses et ton offre, elle évoluera encore et encore. Un dernier mot pour ceux qui hésitent à rejoindre le programme, tu leur dirais quoi? Mais vous attendez quoi, les gars? En fait, ça vaut largement l'investissement. Moi, je suis vachement partie en me disant, ok, bah, il faut que j'investisse, mais du coup, je vais investir sur moi. On fait partie quand même des gens enfin, nous, on se fait payer pour nos accompagnements, et je trouve que c'est un non-sens de pas se faire accompagner nous-mêmes. Ça fait gagner du temps, ça fait gagner de la confiance aussi en soi. Enfin, en fait, je sais pas, c'est go, quoi. Je sais pas, j'ai pas le, ça me paraît être une évidence qu'il faut y aller. Et je dirais aussi, moi, je suis assez exigeante, et j'ai vraiment trouvé dans ton accompagnement ce que vraiment énormément. Je pense qu'il y a encore plus que tout ce que j'attendais. Donc, foncez, et vous aurez de toute façon un retour sur investissement à un moment donné assez rapidement. Donc, go, quoi. Faites les fonds de tiroir. Trop bien, merci à toi Kitri pour ce beau feedback. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours comme ça à chaud. Et Kitri, pour finir l'épisode, on termine toujours l'épisode par une question de coaching que nos éditeurs vont écouter en marchant. Et aujourd'hui, est-ce que tu as une question de coaching justement à leur poser, que ce soit pour sortir de la crise de la quarantaine, que ce soit pour remettre du sens dans leur vie, ou toi, une question que tu aimes bien te poser, que nos éditeurs pourraient se poser? Alors, moi, j'aime bien l'idée de me dire que le monde, il a besoin de toi,
Donc, à partir de ce constat que le monde a besoin de nous, et ce que je te disais tout à l'heure, on peut choisir la femme que l'on souhaite être. Alors, ça vaut aussi pour les hommes. On peut choisir l'homme que l'on souhaite être. J'ai envie de dire, c'est quoi la place que tu aimerais t'offrir là dans le monde, sans parler forcément de mission, sans parler forcément de métier. C'est quoi l'orientation que tu veux donner à ta vie et quelle place tu aimerais avoir dans ce monde-là pour commencer à définir justement ce fameux point d'arrivée dont on parlait tout à l'heure là, pour sortir de cette crise de la quarantaine, cette transition de milieu de vie, mais je pense que ça vaut à tout âge. C'est quelle place je veux m'offrir et sans filtre en fait. Trop bien. Une excellente question. Restez bien jusqu'au bout de l'épisode pour l'avoir en musique. Et Kitri, un grand merci pour tout ton partage sur la crise de la quarantaine, sur ton parcours. Je trouve ça ultra inspirant et de nous avoir dévoilé aussi autant sur toi, sur ton burn-out, etc. C'est jamais, je pense, des moments faciles à se remémorer. Pour ceux qui veulent t'envoyer des mots doux, te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, Kitri? Alors déjà, merci à toi pour ton accueil. Et ils peuvent me retrouver sur LinkedIn, Kitri de Clercq, ou alors sur Internet, poseille.fr, qui est mon site, du coup, qui parle de mon offre. Top. Et ben, je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode. Et encore un grand merci, Kitri. Et puis d'autres, restez bien jusqu'au bout pour la question de coaching en marchant. Ciao, Kitri. Salut, Alex. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Kitri qui te pose cette question. Quelle place aimerais-tu avoir dans ce monde?